Le film Blood, 1998, ne commence pas simplement comme un film d'action ou un récit de super-héros classique, mais comme l'ouverture d'un monde parallèle, caché juste sous la surface de notre réalité. Dès les premières secondes, le spectateur est plongé dans une atmosphère lourde, urbaine, presque suffocante, où la lumière semble constamment absorbée par les ombres. Ce n'est pas un monde imaginaire lointain, mais une version alternative de notre propre société, dans laquelle une espèce ancienne, les vampires, n'a jamais disparu, elle a simplement appris à se cacher, à évoluer, et surtout à infiltrer les structures humaines modernes. Dans cet univers, les vampires ne sont pas présentés comme des créatures mythologiques simplistes ou des monstres de contes anciens. Ils sont intelligents, organisés, sociaux, et surtout profondément intégrés dans les systèmes du pouvoir humain. Ils contrôlent des entreprises, influencent la finance, et se cachent dans les élites. Le film établit ainsi une idée fondamentale. Le véritable danger n'est pas ce que l'on voit dans l'obscurité, mais ce qui se dissimule dans la lumière artificielle de la civilisation moderne. Au centre de cette obscurité organisée se trouve un personnage qui défie toutes les catégories habituelles. Blood. Contrairement aux humains ordinaires, Blood n'est pas entièrement humain. Contrairement aux vampires, il n'est pas totalement leur semblable. Il est né d'une situation tragique, une morsure vampirique subie par sa mère enceinte, ce qui a donné naissance à un être hybride. Cette origine unique fait de lui une anomalie biologique, une erreur dans le système naturel des vampires, mais aussi une arme vivante contre eux. Ce qui rend Blood fascinant, ce n'est pas seulement sa force physique surhumaine, sa vitesse ou sa résistance au soleil, mais surtout sa condition intérieure. Il vit dans un conflit permanent entre deux natures opposées. D'un côté, il possède les instincts et les capacités des vampires. De l'autre, il conserve une conscience humaine, une moralité, et surtout une volonté de vengeance contre ceux qui ont détruit sa vie. Ce conflit interne n'est pas simplement un détail narratif, mais le cœur émotionnel du personnage. Le film prend le temps d'établir cette dualité sans précipitation. Blood n'est pas présenté comme un héros traditionnel qui cherche la gloire ou la justice. Il est un chasseur, un exécutant, une arme vivante qui a transformé sa douleur en mission permanente. Sa vie n'est pas guidée par le choix, mais par la nécessité. Chaque action qu'il entreprend est une continuation de cette guerre intérieure contre sa propre nature vampirique. Dans ce monde, la société humaine ignore complètement l'existence de cette guerre secrète. Les humains vivent leur vie quotidienne sans savoir que, parmi eux, des créatures immortelles contrôlent certains aspects de leur monde. Cette ignorance crée un contraste puissant. Pendant que les humains pensent être au sommet de la civilisation, une autre espèce opère silencieusement dans l'ombre, influençant et manipulant les événements mondiaux. Blood devient alors une sorte de frontière vivante entre ces deux mondes. Il ne protège pas seulement les humains, mais empêche également les vampires de briser complètement l'équilibre fragile qui maintient leur existence secrète. Cependant, cette position est paradoxale. Les vampires le considèrent comme une abomination, un traître à leur espèce, tandis que les humains, s'ils connaissaient son existence réelle, pourraient également le voir comme une menace. Le film installe progressivement cette tension sans tout expliquer immédiatement. Il laisse les images, les actions et l'atmosphère raconter l'histoire. Les scènes nocturnes, les combats rapides et violents, et les environnements urbains froids construisent une esthétique où chaque instant semble dangereux. Rien n'est stable dans cet univers, tout est en déséquilibre constant. Blood lui-même est présenté comme un personnage silencieux, concentré, presque détaché émotionnellement. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque mouvement qu'il fait est précis et calculé. Son silence n'est pas un manque de personnalité, mais une forme de discipline. Il a appris que les émotions sont une faiblesse dans un monde où la survie dépend de la rapidité et de la précision. Mais derrière cette apparence froide se cache une histoire profondément tragique. Blood n'a jamais choisi sa condition. Il n'a jamais choisi d'être entre deux mondes. Et c'est précisément cette absence de choix qui définit toute son existence. Il ne cherche pas une place dans le monde,
il cherche à empêcher que le monde bascule complètement dans le chaos vampirique. Ce premier acte du film construit donc une fondation essentielle. Un monde caché, une guerre silencieuse, et un personnage central qui incarne à lui seul la fracture entre deux espèces. Rien n'est encore totalement révélé, mais tout est déjà en mouvement. Le spectateur comprend progressivement que ce n'est pas une histoire simple de chasse aux monstres, mais une lutte beaucoup plus complexe entre identité, survie et domination. Après avoir établi le monde sombre et la condition unique de Blade, le film commence à élargir son univers et à révéler la véritable structure qui se cache derrière l'apparente confusion des rues nocturnes. Ce que l'on découvre progressivement, c'est que les vampires ne sont pas une simple collection de créatures isolées, mais une société organisée, ancienne, disciplinée, et surtout stratifiée comme une civilisation parallèle parfaitement fonctionnelle. Cette société vampirique fonctionne selon des règles précises, presque bureaucratiques dans leur logique interne. Il existe une hiérarchie, des anciens qui représentent la mémoire et la stabilité de l'espèce, et des jeunes vampires plus impulsifs, plus violents, qui remettent en question les traditions établies. Ce conflit générationnel interne n'est pas secondaire, il est fondamental, car il détermine l'avenir même de leur espèce. Rester dans l'ombre ou dominer le monde humain ouvertement. Le film introduit ainsi une tension politique au sein des vampires eux-mêmes. Les anciens comprennent que leur survie dépend du secret et de la discrétion. Ils savent que l'humanité, bien que vulnérable individuellement, représente une force collective écrasante si elle découvre la vérité. En revanche, une nouvelle faction radicale commence à émerger, persuadée que le moment est venu de renverser cet équilibre fragile et de prendre le contrôle total de la planète. Cette idée transforme immédiatement le récit. Il ne s'agit plus simplement d'une chasse entre un héros et des monstres, mais d'une guerre idéologique. Blade devient alors un élément imprévisible dans ce système déjà instable. Il n'appartient à aucune faction, il ne défend aucun camp vampirique, et il ne représente aucune autorité humaine. Il est une force indépendante, guidée uniquement par sa propre mission de destruction des vampires. Ce qui rend Blade particulièrement dangereux aux yeux des vampires, ce n'est pas seulement sa puissance, mais son existence même. Il est la preuve vivante que leur nature peut être contredite, modifiée et retournée contre eux. Là où il voit une espèce supérieure destinée à dominer, Blade incarne l'échec biologique de cette croyance, une anomalie qui refuse de se soumettre à leur logique de pureté vampirique. Le film accentue cette idée en montrant que Blade ne fonctionne pas comme un héros traditionnel. Il n'agit pas pour sauver le monde au sens idéaliste du terme. Il agit pour détruire un système qu'il considère comme une infection permanente. Chaque vampire éliminé n'est pas seulement un ennemi vaincu, mais une petite réduction du déséquilibre qu'il tente de corriger depuis toujours. Dans cette partie du récit, la guerre devient plus structurée. Les affrontements ne sont plus aléatoires, mais s'inscrivent dans une logique de contrôle territorial et de domination progressive. Les vampires extrémistes commencent à tester les limites de leur pouvoir, cherchant des moyens d'accélérer leur transformation du monde humain. Cette montée en tension crée une atmosphère où chaque action semble préparer une explosion inévitable. Blade, de son côté, évolue dans cet environnement comme un prédateur solitaire. Il ne fait confiance à personne, car il sait que toute forme d'attachement peut devenir une faiblesse exploitable. Même les humains qui connaissent son existence restent à distance, conscients qu'il n'est ni totalement allié ni totalement accessible. Il est une entité à part, fonctionnant selon ses propres règles. Le film insiste également sur la manière dont Blade comprend ses ennemis mieux qu'eux-mêmes. Cette connaissance n'est pas théorique, mais instinctive. Il connaît leur comportement, leur cycle, leurs faiblesses physiques et psychologiques. Cette maîtrise transforme chaque confrontation en une sorte de jeu stratégique où la vitesse et la précision comptent autant que la force brute. Mais malgré cette maîtrise apparente, le danger augmente. Les vampires ne sont pas statiques. Ils s'adaptent. Ils évoluent. Et certains commencent à expérimenter des méthodes plus radicales pour dépasser leurs propres limites biologiques. Cela introduit une nouvelle dimension dans le récit,
la possibilité d'une transformation encore plus dangereuse de l'espèce vampirique. Dans cette montée progressive du chaos, Blade reste le seul point fixe. Il est à la fois observateur, juge et exécuteur. Mais plus le conflit grandit, plus une question implicite commence à émerger. Peut-il réellement maintenir cet équilibre seul? Ou est-il simplement un retardateur dans une évolution inévitable? Le film laisse cette question ouverte, construisant une tension constante entre contrôle et effondrement. Chaque scène semble rapprocher le monde d'un point de rupture, où la guerre secrète entre vampires et humains pourrait devenir visible, globale et irréversible. À mesure que le récit de Blade avance, le film cesse progressivement d'être uniquement une introduction à un monde caché pour devenir une véritable montée en pression narrative, où chaque élément mis en place commence à converger vers une menace beaucoup plus structurée et beaucoup plus dangereuse. Ce n'est plus seulement une guerre silencieuse entre Blade et des vampires isolés, mais une évolution interne de l'espèce vampirique elle-même, qui commence à franchir des limites qu'elle n'avait jamais osé toucher auparavant. Les vampires, dans leur quête de domination ou de survie selon les factions, commencent à explorer des méthodes plus extrêmes pour augmenter leur pouvoir. Le film laisse entendre qu'il existe des connaissances anciennes, interdites, presque mythologiques dans leur propre culture, qui pourraient transformer leur nature biologique et accélérer leur supériorité sur les humains. Cette idée change profondément la dynamique du récit, car elle introduit une notion d'évolution artificielle, où les vampires ne sont plus simplement des prédateurs naturels, mais des créatures capables de se modifier elles-mêmes. Cette dérive scientifique et expérimentale devient un point central implicite du conflit. Certains vampires ne veulent plus seulement survivre dans l'ombre, ils veulent évoluer au-delà de leurs propres limites. Cela crée une tension interne encore plus forte que celle déjà existante entre anciens et jeunes. On ne parle plus seulement de stratégie ou de politique, mais de transformation fondamentale de l'espèce. Blade, face à cette situation, devient un observateur forcé de cette évolution dangereuse. Lui-même représente une forme d'évolution involontaire, puisqu'il est né hybride, ni humain ni vampire complet. Mais contrairement aux vampires qui cherchent à contrôler leur transformation, Blade est le résultat d'un accident biologique, d'une fracture naturelle qui lui a imposé son état. Cette différence est essentielle. Les vampires cherchent à devenir quelque chose de supérieur, tandis que Blade est déjà quelque chose d'intermédiaire, sans avoir choisi cette position. Le film accentue alors une idée fondamentale. La frontière entre humains et vampires n'est pas seulement physique, elle est aussi philosophique. Il ne s'agit pas uniquement de boire du sang ou de survivre à la lumière du soleil, mais de définir ce que signifie être une espèce consciente dans un monde hostile. Les vampires extrémistes commencent à croire que leur domination est non seulement possible, mais inévitable, presque naturelle. Cette conviction les pousse vers des actions de plus en plus agressives. Dans ce contexte, Blade devient une anomalie encore plus perturbante. Il n'est pas seulement un chasseur, il est une preuve vivante que leur évolution n'est pas absolue. Il peut exister une forme hybride qui contredit leur logique de pureté. Cela transforme Blade en symbole de résistance biologique contre une idéologie vampirique de supériorité. Le film construit progressivement une atmosphère où chaque faction devient plus radicale. Les anciens vampires tentent de maintenir un équilibre fragile, tandis que les nouveaux cherchent à accélérer l'effondrement du secret. Cette tension rend chaque interaction plus instable, car personne ne contrôle entièrement la direction que prend cette guerre. Dans le même temps, Blade continue son travail de nettoyage systématique. Mais même ces victoires ne suffisent plus à stabiliser la situation. Chaque vampire éliminé semble être remplacé par une structure plus organisée, plus intelligente, plus dangereuse. Le conflit devient alors asymétrique, Blade agit seul, tandis que ses ennemis évoluent collectivement. Ce déséquilibre introduit une pression narrative croissante. Le film laisse comprendre que Blade, malgré toute sa puissance et son expérience, n'est pas simplement face à des individus, mais face à une espèce en mutation active. Et une espèce en mutation ne peut pas être arrêtée par des méthodes classiques. C'est ici que le récit commence à glisser vers une dimension plus sombre.
la possibilité que Blade ne soit pas seulement un chasseur, mais aussi un témoin d'un changement irréversible. Plus il combat, plus il découvre que le monde vampirique est en train de devenir quelque chose de différent de ce qu'il a toujours connu. Le film ne donne pas encore de résolution, mais il intensifie la sensation que quelque chose d'incontrôlable est en train de se former sous la surface. Chaque scène, chaque affrontement, chaque révélation semble rapprocher le monde d'un point de rupture où l'équilibre entre humains et vampires pourrait être définitivement brisé. Blade, au centre de cette transformation, reste une constante silencieuse. Mais même lui commence à apparaître comme une figure isolée dans un système qui évolue plus vite que lui. Et cette idée prépare le terrain pour une confrontation finale inévitable, où toutes les tensions accumulées devront exploser. À ce stade du film Blade, l'univers ne ressemble plus à un simple terrain de chasse entre un hybride et des vampires cachés dans l'ombre. Tout ce qui a été introduit jusqu'ici commence à converger vers une situation de crise globale au sein du monde vampirique. Les tensions internes, les expérimentations interdites et les ambitions radicales des différentes factions atteignent un niveau où le contrôle devient presque impossible. Le film installe progressivement une impression de saturation, comme si chaque élément narratif accumulé depuis le début cherchait désormais à exploser dans une direction commune. Les vampires extrémistes, convaincus que leur domination sur l'humanité est non seulement possible mais nécessaire, intensifient leurs recherches et leurs expérimentations. Leur objectif n'est plus seulement de survivre ou de s'imposer discrètement dans les structures humaines, mais de transformer leurs propres conditions biologiques en une forme plus puissante et plus agressive. Cette idée marque un tournant essentiel dans le récit, car elle introduit une logique d'accélération. L'espèce vampirique ne se contente plus d'exister, elle cherche à évoluer artificiellement vers une forme supérieure. Cette ambition crée une fracture irréversible avec les anciens vampires, qui voient dans cette dérive une menace directe à l'équilibre fragile qui a permis leur survie pendant des siècles. Pour eux, l'exposition du monde vampirique à la lumière, même indirectement, signifie l'anéantissement total de leur civilisation. Le conflit n'est donc plus seulement idéologique, il devient existentiel. Deux visions incompatibles de la survie s'affrontent, l'ombre permanente contre la domination ouverte. Blade, dans ce chaos croissant, devient une force paradoxale. Il n'appartient à aucun camp, mais chacun de ses mouvements influence malgré lui la balance du conflit. Chaque vampire qu'il élimine ne fait pas que réduire une menace immédiate, il perturbe également l'équilibre interne d'un système déjà instable. Cela crée une dynamique où Blade est à la fois correctif et catalyseur de chaos. Le film accentue progressivement la solitude de Blade dans ce contexte. Plus le monde vampirique se structure et se radicalise, plus lui reste une entité isolée, fonctionnant selon une logique personnelle qui n'est comprise par aucun des deux camps. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est aussi stratégique et philosophique. Blade ne représente pas une faction, mais une rupture totale avec toute forme d'organisation vampirique. Au fur et à mesure que les tensions montent, les confrontations deviennent plus fréquentes et plus brutales. Mais elles ne sont plus de simples combats individuels. Elles prennent une dimension plus large, presque symbolique, où chaque affrontement représente un fragment du conflit global entre stabilité et transformation. Le film commence à construire une sensation de destin inévitable, comme si toutes les lignes narratives étaient attirées vers un point central de confrontation. Dans cette montée en puissance, les vampires expérimentaux deviennent de plus en plus dangereux, non seulement par leur force, mais par leur absence de limites. Ils ne respectent plus les règles anciennes, ni les traditions, ni même les instincts de survie de leur propre espèce. Cette absence de frein transforme chaque action en une escalade potentiellement irréversible. Blade, face à cela, adopte une posture encore plus directe et déterminée. Il ne cherche pas à comprendre ou négocier avec cette évolution, car pour lui, elle représente une corruption fondamentale de l'équilibre entre les mondes. Son rôle devient alors celui d'un point final, une limite physique incarnée contre une expansion qu'il considère comme toxique. Le film construit ainsi une tension constante entre expansion et destruction. Les vampires veulent s'étendre, évoluer et dominer,
tandis que Blade incarne la force qui limite, réduit et empêche cette expansion de devenir incontrôlable. Cette opposition structure toute la dynamique du récit sans qu'elle soit toujours explicitement verbalisée. À mesure que l'histoire approche de son point critique, l'idée d'une confrontation finale devient inévitable. Toutes les factions convergent, volontairement ou non, vers un espace narratif commun où leurs intérêts vont se heurter de manière directe. Le film prépare ce moment non pas comme un simple combat, mais comme une collision de logiques incompatibles. Blade, toujours au centre, ne change pas fondamentalement. Il reste silencieux, méthodique et focalisé. Mais le monde autour de lui, a changé de manière irréversible. Et c'est précisément cette asymétrie, entre un individu stable et un système en mutation permanente, qui définit la dernière ligne droite du film. À ce moment du film Blade, toute la structure narrative atteint son point de compression maximale. Ce qui avait commencé comme une introduction à un monde caché, puis une exploration de la société vampirique, se transforme maintenant en une convergence totale des forces en présence. Le récit cesse d'être fragmenté pour devenir une seule ligne droite vers la confrontation finale. Chaque personnage, chaque faction et chaque décision précédente semble avoir été une préparation inconsciente pour cet instant précis où l'équilibre entre les deux espèces doit se rompre. Les vampires extrémistes, après avoir franchi de nombreuses limites scientifiques et biologiques, deviennent l'expression la plus pure de leur idéologie, une volonté absolue de transformation et de domination. Ils ne se considèrent plus comme une espèce cachée survivant dans l'ombre, mais comme une force destinée à remplacer l'humanité. Cette conviction les pousse à accélérer leurs expérimentations et à transformer leur propre corps et leur propre structure biologique en quelque chose de plus agressif, de plus rapide et de plus difficile à contrôler. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences. Plus ils cherchent à dépasser leurs limites, plus ils perdent une forme d'équilibre interne. Le film suggère que cette transformation, au lieu de les rendre supérieurs, les rend instables. Leur puissance augmente, mais leur contrôle diminue. Cette contradiction devient le moteur du chaos final, où la puissance brute ne garantit plus la survie. Dans ce contexte, Blade apparaît comme une constante immobile dans un système qui s'effondre autour de lui. Il ne change pas, ne s'adapte pas philosophiquement, et ne se laisse pas influencer par les idéologies vampiriques. Il reste fixé sur une seule mission, empêcher la propagation et la domination totale des vampires sur le monde humain. Mais ce qui rend sa position unique, c'est qu'il n'agit pas au nom de l'humanité en tant qu'idéologie, mais comme une réaction instinctive à une menace existentielle qu'il connaît intimement. Le film, dans sa progression vers le climax, transforme chaque confrontation en une expression condensée de tout le conflit accumulé. Les combats ne sont plus seulement physiques, mais symboliques. Chaque échange représente une lutte entre deux visions irréconciliables du monde. La stabilité contre la transformation, la survie cachée contre la domination ouverte, la limite contre l'expansion. Ce qui rend cette dernière phase particulièrement intense, c'est que Blade n'est pas simplement face à des ennemis plus puissants, mais face à une structure qui a commencé à évoluer sans lui. Les vampires extrémistes ne sont plus de simples individus, mais les représentants d'un système en mutation rapide. Cela crée une pression narrative où Blade devient presque un vestige d'un ordre ancien qui tente de résister à une nouvelle logique biologique et sociale. À mesure que les événements se rapprochent de leur point de rupture, le film met en avant une idée essentielle. La guerre entre vampires et Blade n'est pas seulement une guerre de survie, mais une guerre de définition. Qui a le droit de définir ce qu'est une espèce dominante? Qui décide de la légitimité biologique, morale et sociale d'un être vivant? Ces questions ne sont jamais posées explicitement sous forme de dialogue philosophique, mais elles sont intégrées dans chaque action, chaque choix et chaque confrontation. Blade, dans ce contexte, devient une figure paradoxale. Il est à la fois produit de la violence vampirique et son opposant principal. Il est ce que les vampires ont engendré sans pouvoir le contrôler. Cette contradiction fait de lui une faille dans leur logique. Il représente l'échec de leur idée de pureté, car il est la preuve vivante qu'un hybride peut non seulement exister,
mais aussi les surpasser dans leur propre domaine. Le climax du film ne se construit donc pas uniquement autour d'un combat final, mais autour de l'effondrement simultané de plusieurs systèmes. Les vampires extrémistes perdent le contrôle de leur évolution, les anciens perdent leur capacité à maintenir l'ordre, et Blade se retrouve face à une situation où toutes les règles précédentes ne fonctionnent plus de manière stable. C'est dans ce chaos que la véritable nature du conflit apparaît clairement. Il ne s'agit pas simplement d'une guerre entre deux espèces, mais d'un effondrement d'équilibre entre deux modèles de survie. L'un basé sur la discrétion et la survie dans l'ombre, l'autre basé sur la domination et l'expansion sans limite. Blade, lui, n'appartient à aucun modèle, mais il agit comme un point de correction brutal qui empêche l'un des deux systèmes de devenir absolu. Lorsque le film approche de sa résolution, il ne cherche pas à offrir une conclusion simpliste où tout est parfaitement résolu. Au contraire, il laisse une impression de continuité. Même si une menace est stoppée, le monde reste marqué par l'existence de cette guerre secrète. L'équilibre est rétabli, mais il est fragile, temporaire, et toujours susceptible de se briser à nouveau. Blade, à la fin, ne devient pas un héros célébré ni une figure publique reconnue. Il reste ce qu'il a toujours été. Une présence dans l'ombre, une force isolée, une arme vivante qui continue d'exister parce que le monde continue d'avoir besoin de quelqu'un pour maintenir la frontière entre l'humain et le monstre. Le sens profond du film se révèle ici. Blade n'est pas seulement une histoire de chasse aux vampires, mais une réflexion sur l'identité, la limite et la survie dans un monde où les catégories ne sont jamais fixes. L'hybride devient alors plus qu'un personnage, il devient une idée, celle que la frontière entre deux mondes est toujours instable, toujours contestée, et jamais totalement détruite. Après la fin des événements principaux du film, Blade, 1998, ne s'arrête pas simplement comme une histoire terminée. Il continue d'exister dans l'esprit du spectateur comme une œuvre qui dépasse son propre récit narratif. Ce qui distingue réellement ce film des autres productions de super-héros de son époque, c'est sa capacité à fonctionner à plusieurs niveaux. Un niveau d'action brute, un niveau narratif structuré, et un niveau symbolique beaucoup plus profond qui transforme le film en réflexion sur la nature même de l'identité et du pouvoir. L'univers de Blade peut être interprété comme une métaphore moderne de la société invisible qui fonctionne derrière les structures visibles du monde. Les vampires représentent une élite cachée, organisée, qui consomme les ressources du monde humain tout en restant invisible à ses yeux. Cette lecture donne au film une dimension presque sociopolitique, où la chasse de Blade n'est pas seulement une guerre contre des monstres, mais une lutte contre un système parasitaire qui survit grâce à son invisibilité. Blade lui-même devient alors un symbole extrêmement complexe. Il n'est ni complètement humain ni complètement vampire, ce qui le place dans une position philosophique unique, il est l'entre-deux. Il représente la rupture des catégories fixes, la preuve que les identités ne sont pas absolues mais hybrides, instables et construites par la violence des circonstances. Cette idée est centrale dans la lecture moderne du personnage. Sur le plan cinématographique, le film introduit également une esthétique très particulière pour son époque. L'utilisation des lumières sombres, des environnements urbains saturés de contrastes, et des scènes d'action rapides mais lisibles crée une signature visuelle qui influencera fortement les films d'action et de super-héros des années suivantes. Blade n'est pas seulement un personnage, il est aussi une esthétique. Le travail de mise en scène accentue cette impression de monde caché. Les espaces ne sont jamais totalement ouverts ou totalement fermés. Ils sont souvent intermédiaires, clubs souterrains, bâtiments abandonnés, structures urbaines transformées. Cela renforce l'idée que le monde de Blade est toujours en transition, jamais stable, toujours sur le point de basculer. Un autre élément essentiel est la performance du personnage principal. Wesley Snipes incarne Blade avec une retenue extrême, presque minimaliste. Cette absence d'excès émotionnel n'est pas une limitation, mais un choix artistique qui renforce l'idée que Blade est une arme vivante plus qu'un individu social classique. Chaque mouvement est contrôlé, chaque regard est calculé, chaque action est réduite à sa fonction essentielle. Cette économie de performance crée un contraste fort avec l'énergie explosive des scènes d'action.
Lorsque Blade combat, le film passe d'un silence presque clinique à une violence rapide et chorégraphiée, créant une tension constante entre contrôle et chaos. Le film peut également être analysé comme un précurseur indirect de l'univers des super-héros modernes. Avant même que les franchises actuelles ne dominent le cinéma mondial, Blade a posé les bases d'un personnage sombre, intégré dans un univers cohérent, avec une mythologie interne forte. Il a ouvert une voie pour des récits où les héros ne sont pas lumineux ou parfaits, mais complexes, fragmentés et moralement ambigus. Sur le plan thématique, Blade incarne également une réflexion sur la solitude. Il n'a pas de véritable place dans aucun monde. Les humains ne peuvent pas l'accepter pleinement, et les vampires le rejettent totalement. Cette absence d'appartenance devient sa force mais aussi sa malédiction. Il existe parce qu'il n'a pas de foyer, pas de communauté, pas de stabilité. Enfin, l'impact culturel du film dépasse largement son histoire. Blade a contribué à redéfinir la manière dont les personnages de comics pouvaient être adaptés au cinéma. Il a montré qu'un univers sombre, adulte et stylisé pouvait fonctionner commercialement tout en gardant une identité artistique forte. Lorsque l'on observe Blade, 1998, dans une perspective plus large, le film ne peut pas être réduit à une simple histoire de chasse aux vampires ou à un récit d'action stylisé. Il devient plutôt une pièce fondatrice dans l'évolution moderne du cinéma de super-héros et du film d'action sombre. Ce que le film a réussi à accomplir, souvent de manière silencieuse mais extrêmement efficace, c'est de transformer la perception du public concernant ce que peut être un héros issu d'un univers de comics. Avant Blade, les adaptations de comics étaient généralement associées à des tonalités plus lumineuses, parfois fantaisistes, et souvent très éloignées d'un réalisme urbain brutal. Blade change complètement cette approche en introduisant une esthétique adulte, violente, stylisée et profondément ancrée dans une ambiance urbaine nocturne. Cette transformation ne concerne pas seulement l'histoire, mais aussi la manière de filmer, de monter et de structurer un univers narratif. Le film impose une vision où le héros n'est pas un symbole de perfection morale, mais une entité fracturée, construite à partir de douleurs, de pertes et d'instincts de survie. Blade n'est pas un modèle à suivre, mais une conséquence. Il est le résultat d'un monde qui a échoué à maintenir une séparation claire entre le naturel et le surnaturel, entre l'humain et le monstre. Cette approche influence profondément la manière dont les futurs films de super-héros seront construits. On commence à voir apparaître des personnages plus sombres, plus conflictuels, moins idéalisés. Blade ouvre la voie à une génération de récits où le héros peut être dangereux, isolé, et moralement ambigu sans perdre sa fonction centrale dans l'histoire. Sur le plan visuel, le film établit également une signature esthétique qui deviendra une référence. L'utilisation de l'éclairage contrasté, des environnements industriels ou souterrains, et des couleurs sombres dominées par le noir, le rouge et les tons métalliques créent une atmosphère presque permanente de tension. Le monde de Blade n'est jamais neutre. Il est toujours chargé émotionnellement, même dans les moments de silence. Cette esthétique n'est pas seulement décorative, elle est narrative. Elle renforce l'idée que les vampires ne vivent pas dans un autre monde, mais dans le même monde que les humains, simplement à un niveau invisible. Ils sont intégrés dans les structures modernes, ce qui rend leur présence encore plus inquiétante, car ils ne sont pas des invasions extérieures, mais des infiltrations internes. Blade, dans ce contexte, devient une réponse à cette infiltration. Mais ce qui est fascinant, c'est que sa propre existence est également une forme d'infiltration. Il est un vampire dans le monde humain et un humain dans le monde vampirique. Cette double appartenance fait de lui une anomalie permanente, incapable de se stabiliser dans une seule identité. Le film explore donc indirectement une idée très contemporaine, celle de l'identité fragmentée. Blade n'a pas de place fixe dans le monde, et pourtant il agit comme un point d'équilibre. Il est à la fois produit du système et agent de sa régulation. Cette contradiction interne est ce qui donne au personnage sa profondeur durable. En regardant l'évolution du genre après Blade, il devient évident que le film a servi de pont entre deux époques du cinéma de super-héros.
Il a préparé le terrain pour des œuvres plus complexes, où les personnages ne sont plus simplement définis par leur pouvoir, mais par leurs conflits internes et leurs limites morales. Le succès du film a également démontré qu'un public international était prêt à accepter des récits plus sombres et plus adultes dans le cadre des adaptations de comics. Cela a ouvert la porte à une transformation progressive de l'industrie, où les univers cinématographiques deviendront plus vastes, plus interconnectés et plus narrativement ambitieux. Mais au-delà de son impact industriel, Blade reste avant tout une œuvre centrée sur une figure unique. Un être pris entre deux mondes, condamné à exister dans l'entre-deux sans jamais pouvoir s'y reposer. Cette condition n'est pas seulement un élément de fiction, mais une métaphore universelle de la séparation, de l'isolement et de la lutte pour définir sa propre identité dans un monde qui refuse les catégories simples. La force du film réside dans le fait qu'il ne résout jamais complètement cette tension. Blade ne devient jamais totalement humain, ni totalement vampire. Il reste dans cet espace intermédiaire, et c'est précisément ce qui le rend intemporel. Le spectateur ne le voit pas comme un personnage résolu, mais comme une présence continue, une fonction dans un monde instable. En conclusion, Blade, 1998, n'est pas simplement un film d'action ou un récit de vengeance. C'est une œuvre fondatrice qui combine esthétique, mythologie et réflexion identitaire dans un même cadre narratif. Son héritage ne réside pas seulement dans son succès commercial ou son influence visuelle, mais dans sa capacité à redéfinir ce que signifie être un héros dans un monde où les frontières entre les catégories ne sont jamais fixes. Au-delà de son action et de son esthétique sombre, Blade, 1998, fonctionne aussi comme une œuvre profondément symbolique, presque philosophique dans sa structure cachée. Le film ne se contente pas de raconter une guerre entre humains et vampires, il construit une réflexion sur la nature du contrôle, de la survie et de l'ordre caché dans les sociétés modernes. Dans l'univers de Blade, les vampires ne sont pas des créatures chaotiques vivant dans l'anarchie. Au contraire, ils représentent une forme de structure alternative, une société organisée, hiérarchisée et disciplinée, cachée sous la surface du monde humain. Cette idée est essentielle, car elle inverse une perception classique. Le monstre n'est pas le chaos, il est parfois l'ordre invisible. Face à cela, Blade n'appartient à aucune structure stable. Il n'a ni véritable nation, ni véritable communauté, ni même une place définie dans les systèmes qu'il combat. Il agit comme une force extérieure, mais paradoxalement il est aussi produit de ces deux mondes. Cela crée une tension permanente entre appartenance et rejet. Cette tension peut être lue comme une métaphore de l'individu moderne. Dans un monde où les identités deviennent multiples, hybrides et parfois contradictoires, Blade représente celui qui ne peut pas s'intégrer totalement. Il est fonctionnel, efficace, mais jamais en paix avec sa propre existence. Le film explore aussi l'idée de transmission et d'héritage. Le passé de Blade, marqué par sa transformation et sa relation complexe avec sa nature vampirique, agit comme une force invisible qui influence chacune de ses décisions. Il ne peut pas se détacher de ce qu'il est devenu, même s'il le combat constamment. Cette dimension rend le personnage tragique. Il n'est pas simplement un guerrier, mais une conséquence vivante d'un événement qu'il n'a pas choisi. Cette absence de choix initial crée une réflexion sur la liberté. Jusqu'où un individu peut-il être libre s'il est né ou transformé dans une condition qui définit déjà ses limites? L'univers des vampires, de son côté, représente une autre forme de réflexion sociale. Leur organisation interne, leurs règles et leur hiérarchie montrent que même les systèmes considérés comme monstrueux reproduisent des structures similaires à celles des sociétés humaines. Cela pose une question implicite: la monstruosité vient-elle de la nature ou de la structure? Le film ne donne jamais une réponse directe. Il laisse le spectateur dans une zone d'interprétation, où les frontières morales deviennent floues. Les vampires ne sont pas simplement des prédateurs sans raison, ils ont des objectifs, des ambitions et une logique interne. Mais cette logique entre en collision avec la survie humaine. Blade devient alors un point d'équilibre instable entre ces deux logiques. Il ne défend pas un idéal pur,
il réagit à un déséquilibre permanent. C'est cette absence d'utopie qui rend le film plus réaliste dans son approche émotionnelle, même dans un contexte fantastique. Sur le plan narratif, cette complexité est renforcée par une structure qui évite les explications excessives. Le film préfère montrer plutôt qu'expliquer, laissant les actions, les regards et les conséquences parler à la place des discours. Cela crée une immersion plus directe et plus sensorielle. Cette approche est particulièrement importante dans les scènes de tension, où le silence et la suggestion remplacent souvent les dialogues. Le spectateur est obligé de reconstruire lui-même certaines informations, ce qui renforce son implication dans l'univers. En arrière-plan, Blood peut aussi être interprété comme une réflexion sur la peur de l'invisible. Les vampires vivent parmi les humains sans être détectés, ce qui reflète une angoisse moderne, celle de ne jamais vraiment savoir ce qui se cache derrière les structures visibles du monde. Cette idée s'étend au-delà du film lui-même. Elle touche à une perception plus large de la société, où les systèmes économiques, politiques ou sociaux peuvent sembler transparents en surface, mais complexes et opaques dans leur fonctionnement réel. Blood, dans ce contexte, devient une figure de dévoilement. Il ne détruit pas seulement des ennemis, il révèle leur existence. Chaque confrontation est une forme d'exposition de ce qui était caché. Mais cette exposition a un coût. Plus Blood avance dans sa mission, plus il s'éloigne de toute possibilité de normalité. Il devient entièrement défini par son rôle, au point que sa propre identité personnelle disparaît presque derrière sa fonction. C'est ici que le film touche une dimension plus universelle, celle du sacrifice identitaire. Pour accomplir sa mission, Blood doit renoncer à ce qui pourrait le rapprocher d'une vie ordinaire. Il choisit l'efficacité plutôt que la paix. Cette décision n'est jamais présentée comme héroïque de manière traditionnelle. Le film ne glorifie pas son existence, il la présente comme nécessaire mais lourde, presque tragique dans sa continuité. En ce sens, Blood n'est pas seulement un film de vengeance ou de chasse. C'est une étude sur la solitude fonctionnelle, sur les individus qui existent pour maintenir un équilibre qu'ils ne peuvent jamais pleinement rejoindre. Blood débute par une nuit tragique qui va changer le destin du monde à jamais. Une jeune femme enceinte est transportée en urgence à l'hôpital après avoir été victime d'une mystérieuse attaque. Les médecins ne comprennent pas ce qui lui est arrivé. Son état est critique et chaque minute qui passe réduit ses chances de survie. Malgré tous leurs efforts, elle meurt peu après avoir donné naissance à son enfant. Cependant, avant sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a été mordue par un vampire alors qu'elle était enceinte. Le bébé survit miraculeusement. Les médecins remarquent rapidement que l'enfant semble différent, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Cet enfant s'appelle Eric Brox. Pendant son enfance, il grandit comme un garçon normal, mais certains phénomènes inhabituels commencent à apparaître. Il possède une endurance exceptionnelle, des réflexes incroyablement rapides et une force bien supérieure à celle des autres enfants de son âge. Au fil des années, Eric découvre une vérité effrayante. Le vampire qui a attaqué sa mère a transmis une partie de son sang vampirique au bébé avant sa naissance. Eric n'est donc ni totalement humain ni totalement vampire. Il appartient à une catégorie unique. Cette condition lui donne de nombreux pouvoirs surnaturels, mais elle lui impose également une lutte permanente contre une soif de sang qui grandit à l'intérieur de lui. Cette découverte détruit l'image qu'il avait de lui-même. Il comprend alors que sa vie ne sera jamais normale. Pourtant, au lieu de céder à sa nature vampirique, Eric fait un choix radical. Il décide de consacrer toute son existence à la destruction des vampires. Il refuse de devenir le monstre qu'il pourrait être et choisit de protéger les humains contre les créatures qui ont détruit sa famille. Les années passent et Eric rencontre un homme nommé Abraham Whistler. Cet homme est un expert dans la chasse aux vampires. Depuis longtemps, il traque ces créatures après avoir perdu plusieurs proches à cause d'elles. Lorsqu'il découvre les capacités extraordinaires d'Eric, il comprend immédiatement qu'il peut devenir l'arme parfaite contre les vampires. Whistler devient alors son mentor. Il lui enseigne tout ce qu'il sait sur les vampires.
leurs forces, leurs faiblesses, leurs habitudes et leurs méthodes pour se cacher parmi les humains. Sous sa supervision, Eric suit un entraînement extrêmement difficile. Chaque jour, il améliore ses capacités physiques, apprend à maîtriser différentes armes et développe des techniques de combat capables d'affronter les vampires les plus puissants. Peu à peu, Eric devient une véritable machine de guerre. Son corps possède déjà des capacités surnaturelles, mais son entraînement le transforme en combattant presque invincible. Il adopte finalement le nom de Blade. Ce nom finit par inspirer la peur dans toute la communauté vampirique. Les vampires commencent à raconter des histoires terrifiantes à son sujet. Certains pensent qu'il est un démon, d'autres le considèrent comme une malédiction envoyée pour les exterminer. Partout où Blade apparaît, les vampires savent que la mort n'est jamais loin. Pour survivre à sa condition hybride, Blade doit également utiliser un sérum spécial développé par Whistler. Ce traitement lui permet de contrôler sa soif de sang. Sans lui, sa partie vampirique pourrait prendre le dessus et le transformer progressivement en véritable monstre. Malgré toutes ses victoires, Blade mène une existence solitaire. Il ne possède ni famille ni vie normale. Toute son existence est consacrée à la guerre contre les vampires. Cette mission est devenue le seul objectif de sa vie. Pendant que les humains vivent leur quotidien sans se douter de rien, une société secrète de vampires prospère dans l'ombre. Ces créatures ont construit un réseau complexe qui s'étend dans le monde entier. Elles possèdent des entreprises, contrôlent des organisations criminelles et infiltrent discrètement certaines institutions humaines. La plupart des humains ignorent totalement leur existence. Les vampires préfèrent rester cachés afin de conserver leur influence sans attirer l'attention. Ils considèrent les humains comme une simple source de nourriture et pensent souvent leur être supérieur. Au sein de cette société secrète existe un conseil de vampires anciens qui dirige leurs activités. Ces dirigeants sont prudents et préfèrent maintenir l'équilibre actuel. Selon eux, révéler l'existence des vampires au monde entier provoquerait une guerre dangereuse. Cependant, une nouvelle génération de vampires commence à rejeter cette stratégie. Ces jeunes vampires sont plus agressifs et plus ambitieux. Ils estiment que leur espèce ne devrait plus se cacher. Parmi eux se trouve un homme extrêmement dangereux nommé Deacon Frost. Frost est différent des anciens dirigeants. Contrairement à eux, il n'est pas né vampire. Il a été transformé après sa naissance. Cette origine le pousse à mépriser les règles traditionnelles imposées par les anciens vampires. Pour lui, les vampires sont destinés à dominer l'humanité. Il considère les humains comme des êtres inférieurs et rêve de construire un nouvel ordre mondial placé sous le contrôle de son espèce. Cette vision radicale provoque des tensions importantes au sein de la communauté vampirique. Mais Frost possède une grande intelligence, un charisme puissant et une ambition sans limite. Très rapidement, il commence à préparer un plan capable de changer le destin de tous les vampires. Un soir, Blade attaque une boîte de nuit secrètement contrôlée par les vampires. Ce qui semble être un simple établissement de divertissement cache en réalité un immense repère vampirique. Des dizaines de vampires y organisent des fêtes clandestines où les humains servent parfois de victimes. Au cours de cette opération, une jeune médecin nommée Karen Jensen est mordue par un vampire. Blade intervient rapidement et la sauve avant qu'elle ne soit tuée. Cependant, la morsure représente un grave danger. Même si elle a survécu, le virus vampirique commence déjà à se propager dans son organisme. Blade décide de l'emmener dans sa base secrète afin que Whistler puisse tenter de l'aider. Karen découvre alors une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les vampires existent réellement et une guerre secrète se déroule depuis des années sous les yeux de l'humanité. Au début, elle refuse de croire tout ce qu'elle voit. Mais les preuves deviennent rapidement impossibles à ignorer. Peu à peu, Karen accepte la vérité et commence à collaborer avec Blade. Grâce à ses connaissances médicales, elle étudie le virus vampirique et tente de trouver de nouveaux moyens pour aider Blade à combattre ses ennemis. Elle découvre également l'ampleur du conflit qui oppose Blade à Deacon Frost. Alors qu'elle passe de plus en plus de temps avec Blade,
Karen comprend que derrière son apparence froide se cache un homme profondément marqué par la souffrance. Toute sa vie a été façonnée par la perte, la violence et la solitude. Pour la première fois depuis longtemps, Blade commence à faire confiance à quelqu'un en dehors de Whistler Point pendant ce temps. Deacon Frost poursuit discrètement son projet. Il découvre l'existence d'une ancienne prophétie vampirique évoquant une divinité sanguinaire appelée la Magra. Selon les textes anciens, celui qui réussira à réveiller cette entité obtiendra un pouvoir inimaginable. Frost devient obsédé par cette idée. Il est convaincu que ce pouvoir lui permettra de renverser les anciens dirigeants vampires et de soumettre l'humanité entière. Pour accomplir ce rituel, il a besoin de plusieurs éléments spécifiques, notamment du sang d'un être unique, Blade. En étudiant les origines de Blade, Frost découvre que son statut hybride pourrait jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement de la prophétie. À partir de ce moment, Blade devient la cible principale de toutes les forces de Frost. Les attaques contre lui se multiplient. Des vampires sont envoyés pour le traquer, tandis que Frost prépare les différentes étapes de son rituel. Mais Blade n'est pas un adversaire ordinaire. Chaque tentative pour l'éliminer se transforme en massacre pour les vampires qui osent l'affronter. Le film Blade, 1998, ne commence pas simplement comme un film d'action ou un récit de super-héros classique, mais comme l'ouverture d'un monde parallèle, caché juste sous la surface de notre réalité. Dès les premières secondes, le spectateur est plongé dans une atmosphère lourde, urbaine, presque suffocante, où la lumière semble constamment absorbée par les ombres. Ce n'est pas un monde imaginaire lointain, mais une version alternative de notre propre société, dans laquelle une espèce ancienne, les vampires, n'a jamais disparu, elle a simplement appris à se cacher, à évoluer, et surtout à infiltrer les structures humaines modernes. Dans cet univers, les vampires ne sont pas présentés comme des créatures mythologiques simplistes ou des monstres de contes anciens. Ils sont intelligents, organisés, sociaux, et surtout profondément intégrés dans les systèmes du pouvoir humain. Ils contrôlent des entreprises, influencent la finance, et se cachent dans les élites. Le film établit ainsi une idée fondamentale. Le véritable danger n'est pas ce que l'on voit dans l'obscurité, mais ce qui se dissimule dans la lumière artificielle de la civilisation moderne. Au centre de cette obscurité organisée se trouve un personnage qui défie toutes les catégories habituelles, Blade. Contrairement aux humains ordinaires, Blade n'est pas entièrement humain. Contrairement aux vampires, il n'est pas totalement leur semblable. Il est né d'une situation tragique, une morsure vampirique subie par sa mère enceinte, ce qui a donné naissance à un être hybride. Cette origine unique fait de lui une anomalie biologique, une erreur dans le système naturel des vampires, mais aussi une arme vivante contre eux. Ce qui rend Blade fascinant, ce n'est pas seulement sa force physique surhumaine, sa vitesse ou sa résistance au soleil, mais surtout sa condition intérieure. Il vit dans un conflit permanent entre deux natures opposées. D'un côté, il possède les instincts et les capacités des vampires. De l'autre, il conserve une conscience humaine, une moralité, et surtout une volonté de vengeance contre ceux qui ont détruit sa vie. Ce conflit interne n'est pas simplement un détail narratif, mais le cœur émotionnel du personnage. Le film prend le temps d'établir cette dualité sans précipitation. Blade n'est pas présenté comme un héros traditionnel qui cherche la gloire ou la justice. Il est un chasseur, un exécutant, une arme vivante qui a transformé sa douleur en mission permanente. Sa vie n'est pas guidée par le choix, mais par la nécessité. Chaque action qu'il entreprend est une continuation de cette guerre intérieure contre sa propre nature vampirique. Dans ce monde, la société humaine ignore complètement l'existence de cette guerre secrète. Les humains vivent leur vie quotidienne sans savoir que, parmi eux, des créatures immortelles contrôlent certains aspects de leur monde. Cette ignorance crée un contraste puissant. Pendant que les humains pensent être au sommet de la civilisation, une autre espèce opère silencieusement dans l'ombre, influençant et manipulant les événements mondiaux. Blade devient alors une sorte de frontière vivante entre ces deux mondes. Il ne protège pas seulement les humains,
mais empêche également les vampires de briser complètement l'équilibre fragile qui maintient leur existence secrète. Cependant, cette position est paradoxale. Les vampires le considèrent comme une abomination, un traître à leur espèce, tandis que les humains, s'ils connaissaient son existence réelle, pourraient également le voir comme une menace. Le film installe progressivement cette tension sans tout expliquer immédiatement. Il laisse les images, les actions et l'atmosphère raconter l'histoire. Les scènes nocturnes, les combats rapides et violents, et les environnements urbains froids construisent une esthétique où chaque instant semble dangereux. Rien n'est stable dans cet univers, tout est en déséquilibre constant. Blade lui-même est présenté comme un personnage silencieux, concentré, presque détaché émotionnellement. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque mouvement qu'il fait est précis et calculé. Son silence n'est pas un manque de personnalité, mais une forme de discipline. Il a appris que les émotions sont une faiblesse dans un monde où la survie dépend de la rapidité et de la précision. Mais derrière cette apparence froide se cache une histoire profondément tragique. Blade n'a jamais choisi sa condition. Il n'a jamais choisi d'être entre deux mondes. Et c'est précisément cette absence de choix qui définit toute son existence. Il ne cherche pas une place dans le monde, il cherche à empêcher que le monde bascule complètement dans le chaos vampirique. Ce premier acte du film construit donc une fondation essentielle. Un monde caché, une guerre silencieuse, et un personnage central qui incarne à lui seul la fracture entre deux espèces. Rien n'est encore totalement révélé, mais tout est déjà en mouvement. Le spectateur comprend progressivement que ce n'est pas une histoire simple de chasse aux monstres, mais une lutte beaucoup plus complexe entre identité, survie et domination. Après avoir établi le monde sombre et la condition unique de Blade, le film commence à élargir son univers et à révéler la véritable structure qui se cache derrière l'apparente confusion des rues nocturnes. Ce que l'on découvre progressivement, c'est que les vampires ne sont pas une simple collection de créatures isolées, mais une société organisée, ancienne, disciplinée, et surtout stratifiée comme une civilisation parallèle parfaitement fonctionnelle. Cette société vampirique fonctionne selon des règles précises, presque bureaucratiques dans leur logique interne. Il existe une hiérarchie, des anciens qui représentent la mémoire et la stabilité de l'espèce, et des jeunes vampires plus impulsifs, plus violents, qui remettent en question les traditions établies. Ce conflit générationnel interne n'est pas secondaire, il est fondamental, car il détermine l'avenir même de leur espèce. Rester dans l'ombre ou dominer le monde humain ouvertement. Le film introduit ainsi une tension politique au sein des vampires eux-mêmes. Les anciens comprennent que leur survie dépend du secret et de la discrétion. Ils savent que l'humanité, bien que vulnérable individuellement, représente une force collective écrasante si elle découvre la vérité. En revanche, une nouvelle faction radicale commence à émerger, persuadée que le moment est venu de renverser cet équilibre fragile et de prendre le contrôle total de la planète. Cette idée transforme immédiatement le récit. Il ne s'agit plus simplement d'une chasse entre un héros et des monstres, mais d'une guerre idéologique. Blade devient alors un élément imprévisible dans ce système déjà instable. Il n'appartient à aucune faction, il ne défend aucun camp vampirique, et il ne représente aucune autorité humaine. Il est une force indépendante, guidée uniquement par sa propre mission de destruction des vampires. Ce qui rend Blade particulièrement dangereux aux yeux des vampires, ce n'est pas seulement sa puissance, mais son existence même. Il est la preuve vivante que leur nature peut être contredite, modifiée et retournée contre eux. Là où il voit une espèce supérieure destinée à dominer, Blade incarne l'échec biologique de cette croyance, une anomalie qui refuse de se soumettre à leur logique de pureté vampirique. Le film accentue cette idée en montrant que Blade ne fonctionne pas comme un héros traditionnel. Il n'agit pas pour sauver le monde au sens idéaliste du terme. Il agit pour détruire un système qu'il considère comme une infection permanente. Chaque vampire éliminé n'est pas seulement un ennemi vaincu, mais une petite réduction du déséquilibre qu'il tente de corriger depuis toujours. Dans cette partie du récit, la guerre devient plus structurée. Les affrontements ne sont plus aléatoires,
mais s'inscrivent dans une logique de contrôle territorial et de domination progressive. Les vampires extrémistes commencent à tester les limites de leur pouvoir, cherchant des moyens d'accélérer leur transformation du monde humain. Cette montée en tension crée une atmosphère où chaque action semble préparer une explosion inévitable. Blade, de son côté, évolue dans cet environnement comme un prédateur solitaire. Il ne fait confiance à personne, car il sait que toute forme d'attachement peut devenir une faiblesse exploitable. Même les humains qui connaissent son existence restent à distance, conscients qu'il n'est ni totalement allié ni totalement accessible. Il est une entité à part, fonctionnant selon ses propres règles. Le film insiste également sur la manière dont Blade comprend ses ennemis mieux qu'eux-mêmes. Cette connaissance n'est pas théorique, mais instinctive. Il connaît leur comportement, leur cycle, leurs faiblesses physiques et psychologiques. Cette maîtrise transforme chaque confrontation en une sorte de jeu stratégique où la vitesse et la précision comptent autant que la force brute. Mais malgré cette maîtrise apparente, le danger augmente. Les vampires ne sont pas statiques. Ils s'adaptent. Ils évoluent. Et certains commencent à expérimenter des méthodes plus radicales pour dépasser leurs propres limites biologiques. Cela introduit une nouvelle dimension dans le récit, la possibilité d'une transformation encore plus dangereuse de l'espèce vampirique. Dans cette montée progressive du chaos, Blade reste le seul point fixe. Il est à la fois observateur, juge et exécuteur. Mais plus le conflit grandit, plus une question implicite commence à émerger. Peut-il réellement maintenir cet équilibre seul? Ou est-il simplement un retardateur dans une évolution inévitable? Le film laisse cette question ouverte, construisant une tension constante entre contrôle et effondrement. Chaque scène semble rapprocher le monde d'un point de rupture, où la guerre secrète entre vampires et humains pourrait devenir visible, globale et irréversible. À mesure que le récit de Blade avance, le film cesse progressivement d'être uniquement une introduction à un monde caché pour devenir une véritable montée en pression narrative, où chaque élément mis en place commence à converger vers une menace beaucoup plus structurée et beaucoup plus dangereuse. Ce n'est plus seulement une guerre silencieuse entre Blade et des vampires isolés, mais une évolution interne de l'espèce vampirique elle-même, qui commence à franchir des limites qu'elle n'avait jamais osé toucher auparavant. Les vampires, dans leur quête de domination ou de survie selon les factions, commencent à explorer des méthodes plus extrêmes pour augmenter leur pouvoir. Le film laisse entendre qu'il existe des connaissances anciennes, interdites, presque mythologiques dans leur propre culture, qui pourraient transformer leur nature biologique et accélérer leur supériorité sur les humains. Cette idée change profondément la dynamique du récit, car elle introduit une notion d'évolution artificielle, où les vampires ne sont plus simplement des prédateurs naturels, mais des créatures capables de se modifier elles-mêmes. Cette dérive scientifique et expérimentale devient un point central implicite du conflit. Certains vampires ne veulent plus seulement survivre dans l'ombre, ils veulent évoluer au-delà de leurs propres limites. Cela crée une tension interne encore plus forte que celle déjà existante entre anciens et jeunes. On ne parle plus seulement de stratégie ou de politique, mais de transformation fondamentale de l'espèce. Blade, face à cette situation, devient un observateur forcé de cette évolution dangereuse. Lui-même représente une forme d'évolution involontaire, puisqu'il est né hybride, ni humain ni vampire complet. Mais contrairement aux vampires qui cherchent à contrôler leur transformation, Blade est le résultat d'un accident biologique, d'une fracture naturelle qui lui a imposé son état. Cette différence est essentielle. Les vampires cherchent à devenir quelque chose de supérieur, tandis que Blade est déjà quelque chose d'intermédiaire, sans avoir choisi cette position. Le film accentue alors une idée fondamentale. La frontière entre humains et vampires n'est pas seulement physique, elle est aussi philosophique. Il ne s'agit pas uniquement de boire du sang ou de survivre à la lumière du soleil, mais de définir ce que signifie être une espèce consciente dans un monde hostile. Les vampires extrémistes commencent à croire que leur domination est non seulement possible, mais inévitable, presque naturelle. Cette conviction les pousse vers des actions de plus en plus agressives. Dans ce contexte, Blade devient une anomalie encore plus perturbante. Il n'est pas seulement un chasseur,
Il est une preuve vivante que leur évolution n'est pas absolue. Il peut exister une forme hybride qui contredit leur logique de pureté. Cela transforme Blade en symbole de résistance biologique contre une idéologie vampirique de supériorité. Le film construit progressivement une atmosphère où chaque faction devient plus radicale. Les anciens vampires tentent de maintenir un équilibre fragile, tandis que les nouveaux cherchent à accélérer l'effondrement du secret. Cette tension rend chaque interaction plus instable, car personne ne contrôle entièrement la direction que prend cette guerre. Dans le même temps, Blade continue son travail de nettoyage systématique. Mais même ces victoires ne suffisent plus à stabiliser la situation. Chaque vampire éliminé semble être remplacé par une structure plus organisée, plus intelligente, plus dangereuse. Le conflit devient alors asymétrique, Blade agit seul, tandis que ses ennemis évoluent collectivement. Ce déséquilibre introduit une pression narrative croissante. Le film laisse comprendre que Blade, malgré toute sa puissance et son expérience, n'est pas simplement face à des individus, mais face à une espèce en mutation active. Et une espèce en mutation ne peut pas être arrêtée par des méthodes classiques. C'est ici que le récit commence à glisser vers une dimension plus sombre. La possibilité que Blade ne soit pas seulement un chasseur, mais aussi un témoin d'un changement irréversible. Plus il combat, plus il découvre que le monde vampirique est en train de devenir quelque chose de différent de ce qu'il a toujours connu. Le film ne donne pas encore de résolution, mais il intensifie la sensation que quelque chose d'incontrôlable est en train de se former sous la surface. Chaque scène, chaque affrontement, chaque révélation semble rapprocher le monde d'un point de rupture où l'équilibre entre humains et vampires pourrait être définitivement brisé. Blade, au centre de cette transformation, reste une constante silencieuse. Mais même lui commence à apparaître comme une figure isolée dans un système qui évolue plus vite que lui. Et cette idée prépare le terrain pour une confrontation finale inévitable, où toutes les tensions accumulées devront exploser. À ce stade du film Blade, l'univers ne ressemble plus à un simple terrain de chasse entre un hybride et des vampires cachés dans l'ombre. Tout ce qui a été introduit jusqu'ici commence à converger vers une situation de crise globale au sein du monde vampirique. Les tensions internes, les expérimentations interdites et les ambitions radicales des différentes factions atteignent un niveau où le contrôle devient presque impossible. Le film installe progressivement une impression de saturation, comme si chaque élément narratif accumulé depuis le début cherchait désormais à exploser dans une direction commune. Les vampires extrémistes, convaincus que leur domination sur l'humanité est non seulement possible mais nécessaire, intensifient leurs recherches et leurs expérimentations. Leur objectif n'est plus seulement de survivre ou de s'imposer discrètement dans les structures humaines, mais de transformer leurs propres conditions biologiques en une forme plus puissante et plus agressive. Cette idée marque un tournant essentiel dans le récit, car elle introduit une logique d'accélération. L'espèce vampirique ne se contente plus d'exister, elle cherche à évoluer artificiellement vers une forme supérieure. Cette ambition crée une fracture irréversible avec les anciens vampires, qui voient dans cette dérive une menace directe à l'équilibre fragile qui a permis leur survie pendant des siècles. Pour eux, l'exposition du monde vampirique à la lumière, même indirectement, signifie l'anéantissement total de leur civilisation. Le conflit n'est donc plus seulement idéologique, il devient existentiel. Deux visions incompatibles de la survie s'affrontent, l'ombre permanente contre la domination ouverte. Blade, dans ce chaos croissant, devient une force paradoxale. Il n'appartient à aucun camp, mais chacun de ses mouvements influence malgré lui la balance du conflit. Chaque vampire qu'il élimine ne fait pas que réduire une menace immédiate, il perturbe également l'équilibre interne d'un système déjà instable. Cela crée une dynamique où Blade est à la fois correctif et catalyseur de chaos. Le film accentue progressivement la solitude de Blade dans ce contexte. Plus le monde vampirique se structure et se radicalise, plus lui reste une entité isolée, fonctionnant selon une logique personnelle qui n'est comprise par aucun des deux camps. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est aussi stratégique et philosophique. Blade ne représente pas une faction,
mais une rupture totale avec toute forme d'organisation vampirique. Au fur et à mesure que les tensions montent, les confrontations deviennent plus fréquentes et plus brutales. Mais elles ne sont plus de simples combats individuels. Elles prennent une dimension plus large, presque symbolique, où chaque affrontement représente un fragment du conflit global entre stabilité et transformation. Le film commence à construire une sensation de destin inévitable, comme si toutes les lignes narratives étaient attirées vers un point central de confrontation. Dans cette montée en puissance, les vampires expérimentaux deviennent de plus en plus dangereux, non seulement par leur force, mais par leur absence de limites. Ils ne respectent plus les règles anciennes, ni les traditions, ni même les instincts de survie de leur propre espèce. Cette absence de frein transforme chaque action en une escalade potentiellement irréversible. Blade, face à cela, adopte une posture encore plus directe et déterminée. Il ne cherche pas à comprendre ou négocier avec cette évolution, car pour lui, elle représente une corruption fondamentale de l'équilibre entre les mondes. Son rôle devient alors celui d'un point final, une limite physique incarnée contre une expansion qu'il considère comme toxique. Le film construit ainsi une tension constante entre expansion et destruction. Les vampires veulent s'étendre, évoluer et dominer, tandis que Blade incarne la force qui limite, réduit et empêche cette expansion de devenir incontrôlable. Cette opposition structure toute la dynamique du récit sans qu'elle soit toujours explicitement verbalisée. À mesure que l'histoire approche de son point critique, l'idée d'une confrontation finale devient inévitable. Toutes les factions convergent, volontairement ou non, vers un espace narratif commun où leurs intérêts vont se heurter de manière directe. Le film prépare ce moment non pas comme un simple combat, mais comme une collision de logiques incompatibles. Blade, toujours au centre, ne change pas fondamentalement. Il reste silencieux, méthodique et focalisé. Mais le monde autour de lui, a changé de manière irréversible. Et c'est précisément cette asymétrie, entre un individu stable et un système en mutation permanente, qui définit la dernière ligne droite du film. À ce moment du film Blade, toute la structure narrative atteint son point de compression maximale. Ce qui avait commencé comme une introduction à un monde caché, puis une exploration de la société vampirique, se transforme maintenant en une convergence totale des forces en présence. Le récit cesse d'être fragmenté pour devenir une seule ligne droite vers la confrontation finale. Chaque personnage, chaque faction et chaque décision précédente semble avoir été une préparation inconsciente pour cet instant précis où l'équilibre entre les deux espèces doit se rompre. Les vampires extrémistes, après avoir franchi de nombreuses limites scientifiques et biologiques, deviennent l'expression la plus pure de leur idéologie, une volonté absolue de transformation et de domination. Ils ne se considèrent plus comme une espèce cachée survivant dans l'ombre, mais comme une force destinée à remplacer l'humanité. Cette conviction les pousse à accélérer leurs expérimentations et à transformer leur propre corps et leur propre structure biologique en quelque chose de plus agressif, de plus rapide et de plus difficile à contrôler. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences. Plus ils cherchent à dépasser leurs limites, plus ils perdent une forme d'équilibre interne. Le film suggère que cette transformation, au lieu de les rendre supérieurs, les rend instables. Leur puissance augmente, mais leur contrôle diminue. Cette contradiction devient le moteur du chaos final, où la puissance brute ne garantit plus la survie. Dans ce contexte, Blade apparaît comme une constante immobile dans un système qui s'effondre autour de lui. Il ne change pas, ne s'adapte pas philosophiquement, et ne se laisse pas influencer par les idéologies vampiriques. Il reste fixé sur une seule mission, empêcher la propagation et la domination totale des vampires sur le monde humain. Mais ce qui rend sa position unique, c'est qu'il n'agit pas au nom de l'humanité en tant qu'idéologie, mais comme une réaction instinctive à une menace existentielle qu'il connaît intimement. Le film, dans sa progression vers le climax, transforme chaque confrontation en une expression condensée de tout le conflit accumulé. Les combats ne sont plus seulement physiques, mais symboliques. Chaque échange représente une lutte entre deux visions irréconciliables du monde. La stabilité contre la transformation,
la survie cachée contre la domination ouverte, la limite contre l'expansion. Ce qui rend cette dernière phase particulièrement intense, c'est que Blade n'est pas simplement face à des ennemis plus puissants, mais face à une structure qui a commencé à évoluer sans lui. Les vampires extrémistes ne sont plus de simples individus, mais les représentants d'un système en mutation rapide. Cela crée une pression narrative où Blade devient presque un vestige d'un ordre ancien qui tente de résister à une nouvelle logique biologique et sociale. À mesure que les événements se rapprochent de leur point de rupture, le film met en avant une idée essentielle. La guerre entre vampires et Blade n'est pas seulement une guerre de survie, mais une guerre de définition. Qui a le droit de définir ce qu'est une espèce dominante? Qui décide de la légitimité biologique, morale et sociale d'un être vivant? Ces questions ne sont jamais posées explicitement sous forme de dialogue philosophique, mais elles sont intégrées dans chaque action, chaque choix et chaque confrontation. Blade, dans ce contexte, devient une figure paradoxale. Il est à la fois produit de la violence vampirique et son opposant principal. Il est ce que les vampires ont engendré sans pouvoir le contrôler. Cette contradiction fait de lui une faille dans leur logique. Il représente l'échec de leur idée de pureté, car il est la preuve vivante qu'un hybride peut non seulement exister, mais aussi les surpasser dans leur propre domaine. Le climax du film ne se construit donc pas uniquement autour d'un combat final, mais autour de l'effondrement simultané de plusieurs systèmes. Les vampires extrémistes perdent le contrôle de leur évolution, les anciens perdent leur capacité à maintenir l'ordre, et Blade se retrouve face à une situation où toutes les règles précédentes ne fonctionnent plus de manière stable. C'est dans ce chaos que la véritable nature du conflit apparaît clairement. Il ne s'agit pas simplement d'une guerre entre deux espèces, mais d'un effondrement d'équilibre entre deux modèles de survie. L'un basé sur la discrétion et la survie dans l'ombre, l'autre basé sur la domination et l'expansion sans limite. Blade, lui, n'appartient à aucun modèle, mais il agit comme un point de correction brutal qui empêche l'un des deux systèmes de devenir absolu. Lorsque le film approche de sa résolution, il ne cherche pas à offrir une conclusion simpliste où tout est parfaitement résolu. Au contraire, il laisse une impression de continuité. Même si une menace est stoppée, le monde reste marqué par l'existence de cette guerre secrète. L'équilibre est rétabli, mais il est fragile, temporaire, et toujours susceptible de se briser à nouveau. Blade, à la fin, ne devient pas un héros célébré ni une figure publique reconnue. Elle reste ce qu'il a toujours été. Une présence dans l'ombre, une force isolée, une arme vivante qui continue d'exister parce que le monde continue d'avoir besoin de quelqu'un pour maintenir la frontière entre l'humain et le monstre. Le sens profond du film se révèle ici. Blade n'est pas seulement une histoire de chasse aux vampires, mais une réflexion sur l'identité, la limite et la survie dans un monde où les catégories ne sont jamais fixes. L'hybride devient alors plus qu'un personnage, il devient une idée, celle que la frontière entre deux mondes est toujours instable, toujours contestée, et jamais totalement détruite. Après la fin des événements principaux du film, Blade, 1998, ne s'arrête pas simplement comme une histoire terminée. Il continue d'exister dans l'esprit du spectateur comme une œuvre qui dépasse son propre récit narratif. Ce qui distingue réellement ce film des autres productions de super-héros de son époque, c'est sa capacité à fonctionner à plusieurs niveaux. Un niveau d'action brute, un niveau narratif structuré, et un niveau symbolique beaucoup plus profond qui transforme le film en réflexion sur la nature même de l'identité et du pouvoir. L'univers de Blade peut être interprété comme une métaphore moderne de la société invisible qui fonctionne derrière les structures visibles du monde. Les vampires représentent une élite cachée, organisée, qui consomme les ressources du monde humain tout en restant invisible à ses yeux. Cette lecture donne au film une dimension presque sociopolitique, où la chasse de Blade n'est pas seulement une guerre contre des monstres, mais une lutte contre un système parasitaire qui survit grâce à son invisibilité. Blade lui-même devient alors un symbole extrêmement complexe. Il n'est ni complètement humain ni complètement vampire, ce qui le place dans une position philosophique unique, il est l'entre-deux. Il représente la rupture des catégories fixes, la preuve que les identités ne sont pas absolues mais hybrides,
instable et construite par la violence des circonstances. Cette idée est centrale dans la lecture moderne du personnage. Sur le plan cinématographique, le film introduit également une esthétique très particulière pour son époque. L'utilisation des lumières sombres, des environnements urbains saturés de contrastes, et des scènes d'action rapides mais lisibles crée une signature visuelle qui influencera fortement les films d'action et de super-héros des années suivantes. Blade n'est pas seulement un personnage, il est aussi une esthétique. Le travail de mise en scène accentue cette impression de monde caché. Les espaces ne sont jamais totalement ouverts ou totalement fermés. Ils sont souvent intermédiaires, clubs souterrains, bâtiments abandonnés, structures urbaines transformées. Cela renforce l'idée que le monde de Blade est toujours en transition, jamais stable, toujours sur le point de basculer. Un autre élément essentiel est la performance du personnage principal. Wesley Snipes incarne Blade avec une retenue extrême, presque minimaliste. Cette absence d'excès émotionnel n'est pas une limitation, mais un choix artistique qui renforce l'idée que Blade est une arme vivante plus qu'un individu social classique. Chaque mouvement est contrôlé, chaque regard est calculé, chaque action est réduite à sa fonction essentielle. Cette économie de performance crée un contraste fort avec l'énergie explosive des scènes d'action. Lorsque Blade combat, le film passe d'un silence presque clinique à une violence rapide et chorégraphiée, créant une tension constante entre contrôle et chaos. Le film peut également être analysé comme un précurseur indirect de l'univers des super-héros modernes. Avant même que les franchises actuelles ne dominent le cinéma mondial, Blade a posé les bases d'un personnage sombre, intégré dans un univers cohérent, avec une mythologie interne forte. Il a ouvert une voie pour des récits où les héros ne sont pas lumineux ou parfaits, mais complexes, fragmentés et moralement ambigus. Sur le plan thématique, Blade incarne également une réflexion sur la solitude. Il n'a pas de véritable place dans aucun monde. Les humains ne peuvent pas l'accepter pleinement, et les vampires le rejettent totalement. Cette absence d'appartenance devient sa force mais aussi sa malédiction. Il existe parce qu'il n'a pas de foyer, pas de communauté, pas de stabilité. Enfin, l'impact culturel du film dépasse largement son histoire. Blade a contribué à redéfinir la manière dont les personnages de comics pouvaient être adaptés au cinéma. Il a montré qu'un univers sombre, adulte et stylisé pouvait fonctionner commercialement tout en gardant une identité artistique forte. Lorsque l'on observe Blade, 1998, dans une perspective plus large, le film ne peut pas être réduit à une simple histoire de chasse aux vampires ou à un récit d'action stylisé. Il devient plutôt une pièce fondatrice dans l'évolution moderne du cinéma de super-héros et du film d'action sombre. Ce que le film a réussi à accomplir, souvent de manière silencieuse mais extrêmement efficace, c'est de transformer la perception du public concernant ce que peut être un héros issu d'un univers de comics. Avant Blade, les adaptations de comics étaient généralement associées à des tonalités plus lumineuses, parfois fantaisistes, et souvent très éloignées d'un réalisme urbain brutal. Blade change complètement cette approche en introduisant une esthétique adulte, violente, stylisée et profondément ancrée dans une ambiance urbaine nocturne. Cette transformation ne concerne pas seulement l'histoire, mais aussi la manière de filmer, de monter et de structurer un univers narratif. Le film impose une vision où le héros n'est pas un symbole de perfection morale, mais une entité fracturée, construite à partir de douleurs, de pertes et d'instincts de survie. Blade n'est pas un modèle à suivre, mais une conséquence. Il est le résultat d'un monde qui a échoué à maintenir une séparation claire entre le naturel et le surnaturel, entre l'humain et le monstre. Cette approche influence profondément la manière dont les futurs films de super-héros seront construits. On commence à voir apparaître des personnages plus sombres, plus conflictuels, moins idéalisés. Blade ouvre la voie à une génération de récits où le héros peut être dangereux, isolé, et moralement ambigu sans perdre sa fonction centrale dans l'histoire. Sur le plan visuel, le film établit également une signature esthétique qui deviendra une référence. L'utilisation de l'éclairage contrasté, des environnements industriels ou souterrains, et des couleurs sombres dominées par le noir,
Le rouge et les tons métalliques créent une atmosphère presque permanente de tension. Le monde de Blade n'est jamais neutre. Il est toujours chargé émotionnellement, même dans les moments de silence. Cette esthétique n'est pas seulement décorative, elle est narrative. Elle renforce l'idée que les vampires ne vivent pas dans un autre monde, mais dans le même monde que les humains, simplement à un niveau invisible. Ils sont intégrés dans les structures modernes, ce qui rend leur présence encore plus inquiétante, car ils ne sont pas des invasions extérieures, mais des infiltrations internes. Blade, dans ce contexte, devient une réponse à cette infiltration. Mais ce qui est fascinant, c'est que sa propre existence est également une forme d'infiltration. Il est un vampire dans le monde humain et un humain dans le monde vampirique. Cette double appartenance fait de lui une anomalie permanente, incapable de se stabiliser dans une seule identité. Le film explore donc indirectement une idée très contemporaine, celle de l'identité fragmentée. Blade n'a pas de place fixe dans le monde, et pourtant il agit comme un point d'équilibre. Il est à la fois produit du système et agent de sa régulation. Cette contradiction interne est ce qui donne au personnage sa profondeur durable. En regardant l'évolution du genre après Blade, il devient évident que le film a servi de pont entre deux époques du cinéma de super-héros. Il a préparé le terrain pour des œuvres plus complexes, où les personnages ne sont plus simplement définis par leur pouvoir, mais par leurs conflits internes et leurs limites morales. Le succès du film a également démontré qu'un public international était prêt à accepter des récits plus sombres et plus adultes dans le cadre des adaptations de comics. Cela a ouvert la porte à une transformation progressive de l'industrie, où les univers cinématographiques deviendront plus vastes, plus interconnectés et plus narrativement ambitieux. Mais au-delà de son impact industriel, Blade reste avant tout une œuvre centrée sur une figure unique. Un être pris entre deux mondes, condamné à exister dans l'entre-deux sans jamais pouvoir s'y reposer. Cette condition n'est pas seulement un élément de fiction, mais une métaphore universelle de la séparation, de l'isolement et de la lutte pour définir sa propre identité dans un monde qui refuse les catégories simples. La force du film réside dans le fait qu'il ne résout jamais complètement cette tension. Blade ne devient jamais totalement humain, ni totalement vampire. Il reste dans cet espace intermédiaire, et c'est précisément ce qui le rend intemporel. Le spectateur ne le voit pas comme un personnage résolu, mais comme une présence continue, une fonction dans un monde instable. En conclusion, Blade, 1998, n'est pas simplement un film d'action ou un récit de vengeance. C'est une œuvre fondatrice qui combine esthétique, mythologie et réflexion identitaire dans un même cadre narratif. Son héritage ne réside pas seulement dans son succès commercial ou son influence visuelle, mais dans sa capacité à redéfinir ce que signifie être un héros dans un monde où les frontières entre les catégories ne sont jamais fixes. Au-delà de son action et de son esthétique sombre, Blade, 1998, fonctionne aussi comme une œuvre profondément symbolique, presque philosophique dans sa structure cachée. Le film ne se contente pas de raconter une guerre entre humains et vampires, il construit une réflexion sur la nature du contrôle, de la survie et de l'ordre caché dans les sociétés modernes. Dans l'univers de Blade, les vampires ne sont pas des créatures chaotiques vivant dans l'anarchie. Au contraire, ils représentent une forme de structure alternative, une société organisée, hiérarchisée et disciplinée, cachée sous la surface du monde humain. Cette idée est essentielle, car elle inverse une perception classique. Le monstre n'est pas le chaos, il est parfois l'ordre invisible. Face à cela, Blade n'appartient à aucune structure stable. Il n'a ni véritable nation, ni véritable communauté, ni même une place définie dans les systèmes qu'il combat. Il agit comme une force extérieure, mais paradoxalement il est aussi produit de ces deux mondes. Cela crée une tension permanente entre appartenance et rejet. Cette tension peut être lue comme une métaphore de l'individu moderne. Dans un monde où les identités deviennent multiples, hybrides et parfois contradictoires, Blade représente celui qui ne peut pas s'intégrer totalement. Il est fonctionnel, efficace, mais jamais en paix avec sa propre existence. Le film explore aussi l'idée de transmission et d'héritage.
Le passé de Blade, marqué par sa transformation et sa relation complexe avec sa nature vampirique, agit comme une force invisible qui influence chacune de ses décisions. Il ne peut pas se détacher de ce qu'il est devenu, même s'il le combat constamment. Cette dimension rend le personnage tragique. Il n'est pas simplement un guerrier, mais une conséquence vivante d'un événement qu'il n'a pas choisi. Cette absence de choix initial crée une réflexion sur la liberté. Jusqu'où un individu peut-il être libre s'il est né ou transformé dans une condition qui définit déjà ses limites? L'univers des vampires, de son côté, représente une autre forme de réflexion sociale. Leur organisation interne, leurs règles et leur hiérarchie montrent que même les systèmes considérés comme monstrueux reproduisent des structures similaires à celles des sociétés humaines. Cela pose une question implicite: la monstruosité vient-elle de la nature ou de la structure? Le film ne donne jamais une réponse directe. Il laisse le spectateur dans une zone d'interprétation, où les frontières morales deviennent floues. Les vampires ne sont pas simplement des prédateurs sans raison, ils ont des objectifs, des ambitions et une logique interne. Mais cette logique entre en collision avec la survie humaine. Blade devient alors un point d'équilibre instable entre ces deux logiques. Il ne défend pas un idéal pur, il réagit à un déséquilibre permanent. C'est cette absence d'utopie qui rend le film plus réaliste dans son approche émotionnelle, même dans un contexte fantastique. Sur le plan narratif, cette complexité est renforcée par une structure qui évite les explications excessives. Le film préfère montrer plutôt qu'expliquer, laissant les actions, les regards et les conséquences parler à la place des discours. Cela crée une immersion plus directe et plus sensorielle. Cette approche est particulièrement importante dans les scènes de tension, où le silence et la suggestion remplacent souvent les dialogues. Le spectateur est obligé de reconstruire lui-même certaines informations, ce qui renforce son implication dans l'univers. En arrière-plan, Blade peut aussi être interprété comme une réflexion sur la peur de l'invisible. Les vampires vivent parmi les humains sans être détectés, ce qui reflète une angoisse moderne, celle de ne jamais vraiment savoir ce qui se cache derrière les structures visibles du monde. Cette idée s'étend au-delà du film lui-même. Elle touche à une perception plus large de la société, où les systèmes économiques, politiques ou sociaux peuvent sembler transparents en surface, mais complexes et opaques dans leur fonctionnement réel. Blade, dans ce contexte, devient une figure de dévoilement. Il ne détruit pas seulement des ennemis, il révèle leur existence. Chaque confrontation est une forme d'exposition de ce qui était caché. Mais cette exposition a un coût. Plus Blade avance dans sa mission, plus il s'éloigne de toute possibilité de normalité. Il devient entièrement défini par son rôle, au point que sa propre identité personnelle disparaît presque derrière sa fonction. C'est ici que le film touche une dimension plus universelle, celle du sacrifice identitaire. Pour accomplir sa mission, Blade doit renoncer à ce qui pourrait le rapprocher d'une vie ordinaire. Il choisit l'efficacité plutôt que la paix. Cette décision n'est jamais présentée comme héroïque de manière traditionnelle. Le film ne glorifie pas son existence, il la présente comme nécessaire mais lourde, presque tragique dans sa continuité. En ce sens, Blade n'est pas seulement un film de vengeance ou de chasse. C'est une étude sur la solitude fonctionnelle, sur les individus qui existent pour maintenir un équilibre qu'ils ne peuvent jamais pleinement rejoindre. Blade débute par une nuit tragique qui va changer le destin du monde à jamais. Une jeune femme enceinte est transportée en urgence à l'hôpital après avoir été victime d'une mystérieuse attaque. Les médecins ne comprennent pas ce qui lui est arrivé. Son état est critique et chaque minute qui passe réduit ses chances de survie. Malgré tous leurs efforts, elle meurt peu après avoir donné naissance à son enfant. Cependant, avant sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a été mordue par un vampire alors qu'elle était enceinte. Le bébé survit miraculeusement. Les médecins remarquent rapidement que l'enfant semble différent, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Cet enfant s'appelle Eric Brox. Pendant son enfance, il grandit comme un garçon normal, mais certains phénomènes inhabituels commencent à apparaître.
Il possède une endurance exceptionnelle, des réflexes incroyablement rapides et une force bien supérieure à celle des autres enfants de son âge. Au fil des années, Eric découvre une vérité effrayante. Le vampire qui a attaqué sa mère a transmis une partie de son sang vampirique au bébé avant sa naissance. Eric n'est donc ni totalement humain ni totalement vampire. Il appartient à une catégorie unique. Cette condition lui donne de nombreux pouvoirs surnaturels, mais elle lui impose également une lutte permanente contre une soif de sang qui grandit à l'intérieur de lui. Cette découverte détruit l'image qu'il avait de lui-même. Il comprend alors que sa vie ne sera jamais normale. Pourtant, au lieu de céder à sa nature vampirique, Eric fait un choix radical. Il décide de consacrer toute son existence à la destruction des vampires. Il refuse de devenir le monstre qu'il pourrait être et choisit de protéger les humains contre les créatures qui ont détruit sa famille. Les années passent et Eric rencontre un homme nommé Abraham Whistler. Cet homme est un expert dans la chasse aux vampires. Depuis longtemps, il traque ces créatures après avoir perdu plusieurs proches à cause d'elles. Lorsqu'il découvre les capacités extraordinaires d'Eric, il comprend immédiatement qu'il peut devenir l'arme parfaite contre les vampires. Whistler devient alors son mentor. Il lui enseigne tout ce qu'il sait sur les vampires, leurs forces, leurs faiblesses, leurs habitudes et leurs méthodes pour se cacher parmi les humains. Sous sa supervision, Eric suit un entraînement extrêmement difficile. Chaque jour, il améliore ses capacités physiques, apprend à maîtriser différentes armes et développe des techniques de combat capables d'affronter les vampires les plus puissants. Peu à peu, Eric devient une véritable machine de guerre. Son corps possède déjà des capacités surnaturelles, mais son entraînement le transforme en combattant presque invincible. Il adopte finalement le nom de Blade. Ce nom finit par inspirer la peur dans toute la communauté vampirique. Les vampires commencent à raconter des histoires terrifiantes à son sujet. Certains pensent qu'il est un démon, d'autres le considèrent comme une malédiction envoyée pour les exterminer. Partout où Blade apparaît, les vampires savent que la mort n'est jamais loin. Pour survivre à sa condition hybride, Blade doit également utiliser un sérum spécial développé par Whistler. Ce traitement lui permet de contrôler sa soif de sang. Sans lui, sa partie vampirique pourrait prendre le dessus et le transformer progressivement en véritable monstre. Malgré toutes ses victoires, Blade mène une existence solitaire. Il ne possède ni famille ni vie normale. Toute son existence est consacrée à la guerre contre les vampires. Cette mission est devenue le seul objectif de sa vie. Pendant que les humains vivent leur quotidien sans se douter de rien, une société secrète de vampires prospère dans l'ombre. Ces créatures ont construit un réseau complexe qui s'étend dans le monde entier. Elles possèdent des entreprises, contrôlent des organisations criminelles et infiltrent discrètement certaines institutions humaines. La plupart des humains ignorent totalement leur existence. Les vampires préfèrent rester cachés afin de conserver leur influence sans attirer l'attention. Ils considèrent les humains comme une simple source de nourriture et pensent souvent leur être supérieur. Au sein de cette société secrète existe un conseil de vampires anciens qui dirige leurs activités. Ces dirigeants sont prudents et préfèrent maintenir l'équilibre actuel. Selon eux, révéler l'existence des vampires au monde entier provoquerait une guerre dangereuse. Cependant, une nouvelle génération de vampires commence à rejeter cette stratégie. Ces jeunes vampires sont plus agressifs et plus ambitieux. Ils estiment que leur espèce ne devrait plus se cacher. Parmi eux se trouve un homme extrêmement dangereux nommé Deacon Frost. Frost est différent des anciens dirigeants. Contrairement à eux, il n'est pas né vampire. Il a été transformé après sa naissance. Cette origine le pousse à mépriser les règles traditionnelles imposées par les anciens vampires. Pour lui, les vampires sont destinés à dominer l'humanité. Il considère les humains comme des êtres inférieurs et rêve de construire un nouvel ordre mondial placé sous le contrôle de son espèce. Cette vision radicale provoque des tensions importantes au sein de la communauté vampirique. Mais Frost possède une grande intelligence, un charisme puissant et une ambition sans limite. Très rapidement,
Il commence à préparer un plan capable de changer le destin de tous les vampires. Un soir, Vlad attaque une boîte de nuit secrètement contrôlée par les vampires. Ce qui semble être un simple établissement de divertissement cache en réalité un immense repère vampirique. Des dizaines de vampires y organisent des fêtes clandestines où les humains servent parfois de victimes. Au cours de cette opération, une jeune médecin nommée Karen Jensen est mordue par un vampire.